Arrive la Révolution et la nuit du 4 août, abolition des privilèges et un texte qui devient la Déclaration des droits de l'homme. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Donc désormais, fin des privilèges. Nuit du 4 août, on les supprime. Budget opaque, luxueux logement de fonction, régime de chômage ou de retraite particulièrement généreux. Les élus du peuple sont-ils devenus de grands privilégiés ? 30 mars 1989. Déménagement au ministère des Finances, Michel Charasse, ministre du Budget, quitte le Louvre pour s'installer à Bercy. J'ai pas tellement de cartons, je les ai pas fait mes cartons encore. Non mais ceux-là, c'était toute ma bibliothèque là. Plus, alors ça, je les ai fait moi-même, hier soir, c'est les miens, à moi personnel. Vous emportez les objets là? J'emporte tout. J'emporte tout. Si. Il vaut 2,5 millions. Vous pensez pas que je vais le laisser là? Je m'en fous, c'est l'ancien bureau de Napoléon III. Il appartient au patrimoine de l'État et du ministère. Comme il en a le droit, le ministre déménage avec ses meubles. C'est un privilège hérité de l'Ancien Régime. Les trésors du mobilier national sont à la disposition de nos ministres pour meubler leurs bureaux. Plus de 100 000 pièces appartenant à l'État sont dédiées à cet usage. Problème, lorsque la Cour des comptes mène l'enquête en 1996, elle constate que sur les 26 000 œuvres prêtées aux hauts serviteurs de l'État, 1 millier environ ont disparu depuis l'après-guerre. Privilège, privilège. Comparés à leurs collègues américains et européens, les responsables politiques français semblent avoir des pratiques dignes du régime monarchique. S'agissant du budget de l'Élysée, il n'y avait jamais eu de questions ou d'interrogations sur le budget. Le Parlement votait le budget de l'Élysée sans jamais se demander ce qu'il y avait à l'intérieur. Le député va découvrir que non seulement le budget de l'Élysée ne cesse de gonfler, mais surtout qu'aucun contrôle parlementaire ne s'exerce sur lui. Le général de Gaulle, selon ses collaborateurs, était un homme austère, en tout cas personnellement, mais coûteux sur le plan du budget de l'État. Ce sont des dépenses considérables, mais ce sont des dépenses que le général de Gaulle considère comme étant nécessaires au prestige international de la France. Il estimait qu'arriver à un poste aussi important dans l'État, il fallait avoir pour ses fonds publics beaucoup de respect. Vous savez, quand il recevait des membres de sa famille, il remboursait à l'Élysée le prix du repas. C'était quand même aller loin. Moi, je l'ai vu quitter son bureau et se déplacer pour aller éteindre la lumière. Je ne sais pas si beaucoup de ses successeurs ont fait la même chose. Mais au regard de l'histoire, de Gaulle fait figure d'exception. Son successeur, Georges Pompidou, ne partage pas les goûts austères du général. Amateur, tout comme son épouse, d'art contemporain, le nouveau président commence par faire changer une bonne partie de la décoration de l'Élysée. Combien coûte ce relookage moderne? Mystère. Grâce au système mis en place par de Gaulle, Pompidou n'a aucun compte à rendre. Sous celle de Giscard d'Estaing, il va tripler et quintupler sous François Mitterrand. Il semble bien que le budget de l'Élysée s'accroisse de septennat en septennat. Pourtant, les comptes officiels présentent des dépenses relativement stables. Alors comment cela se fait-il? C'est simple, le budget officiel est mensonger. Mais le président Chirac est dépensier et le budget élyséen atteint alors des niveaux jamais égalés. On passe de 5 300 000 € en 1995 à plus de 32 millions en 2006, soit 6 fois plus en 10 ans. Quand Nicolas Sarkozy arrive, il promet de faire toute la transparence sur les dépenses de la présidence. On découvre alors que le budget réel de l'Élysée atteint la somme de 100 millions d'euros. 3 fois plus que le dernier budget Chirac. En octobre 2007, le nouveau président a également, en toute transparence, augmenté son salaire de 140%. Balladur, arrivant au ministère de l'économie, dit non, moi je ne partirai pas, il n'est pas question de déménager, on est bien au Louvre, les appartements sont confortables. Ça représente en plus quelque chose de symbolique que la présence de l'économie au Louvre, dans ce palais royal, chargé de tradition et de symboles. Et surtout, dit-il, c'est au centre de Paris, Bercy c'est loin, etc. Bon bref, il y a toujours 1000 raisons en fait. Après plusieurs semaines de négociations avec le Premier ministre Jacques Chirac, Édouard Balladur obtient l'autorisation de demeurer au Louvre. Le déménagement est suspendu,
les travaux du Grand Louvre retardés. Selon la Cour des comptes, le coût du caprice du ministre se chiffre à 15 millions d'euros. Un homme d'État français se voit plus dans les ors et les lambris du Louvre que dans la verrerie et le béton de Bercy. Cela ne l'empêche pas de faire redécorer un salon du ministère par un artiste peintre qu'il affectionne, Pierre Alechinsky. La commande est passée de 6 panneaux amovibles comme celui-ci, figurant des arabesques colorées. Coût estimé de l'opération, plus de 200 000 euros. J'ai pris, moi, sur la période de 58 à 2008, le nombre de ministres de l'Éducation nationale qui ont occupé l'hôtel de Rochechouart, donc le ministère de l'Éducation nationale. Il y en a eu 30. C'est-à-dire que tous les 2 ans, ça change. Et donc, si tous les 2 ans, il y a un ministre qui dépense des milliers d'euros pour réaménager son bureau, ça n'en finit plus, d'autant que ce sont des monuments historiques, donc ça demande aussi beaucoup plus de frais, de travail. Au fond, quelle loi empêche un ministre de le faire? Aucune. En avril 2000, Jack Lang revient à l'Éducation nationale et rebelote. Son prédécesseur lui a laissé des meubles Louis XV qui ne sont pas à son goût. Jack Lang passe commande à la célèbre designer André Putman. Des meubles sont réalisés sur mesure. La facture réelle n'a pas été rendue publique. Autre privilège des ministres, lorsqu'ils ne disposent pas d'un logement de fonction au ministère, ils peuvent se faire louer un appartement par l'État. C'est parfaitement légal, mais parfois, nos ministres dépassent la mesure. Autre sujet qui a agité aujourd'hui le monde politique, la révélation par le Canard enchaîné du logement de fonction du ministre des Finances, Hervé Guémard. Début 2005, le Canard enchaîné révèle que l'État débourse 14 000 euros par mois pour loger le ministre de l'économie, Hervé Guémard. D'autant que l'on apprend, peu de temps après, que le ministre est propriétaire d'un 200 mètres carrés à Paris qu'il a préféré mettre en location. Les parlementaires qui sont censés contrôler le train de vie de l'État sont-ils les mieux placés pour le faire? Rien n'a changé. Au Palais Bourbon, on tient aux traditions. Le cérémonial, c'est une manière de faire prendre conscience de l'importance de ces choses, et la banalisation n'est à mes yeux pas souhaitable. Et très franchement, vous me voyez, moi, traverser ces palais de la République qui portent une histoire, qui sont chargés d'histoire, en col ouvert, sans cravate, pourquoi pas en short et en bermuda, non. Sous les velours de l'Assemblée, 577 députés travaillent, entourés d'environ 2000 collaborateurs et de 1200 fonctionnaires divers. La séance est ouverte. L'ethnologue Marc Abélès a étudié pendant 1 an nos députés dans l'enceinte du Palais Bourbon. Les gens qui vivent là-dedans sont en quelque sorte servis par tout un collectif de fonctionnaires, tout un personnel, disons, qui travaille pour eux. Il y a quand même le sentiment de faire partie d'une sorte d'élite, d'une sorte de caste. Et là, on n'est pas dans l'idée de tribu, mais plutôt dans l'idée d'une caste de gens qui ne diront jamais, évidemment, qu'ils sont privilégiés, mais qui sont un peu séparés par rapport au... Côté indemnité, nos députés et sénateurs sont dans la moyenne des grandes démocraties européennes. 6 987 euros bruts mensuels avant impôt. À cela s'ajoute une indemnité de frais de mandat, 6 310 euros, mais aussi une prime pour payer des collaborateurs de 8 994 euros. Une prime que sénateurs et députés s'autorisent à utiliser pour embaucher des membres de leur propre famille. Autre avantage, nos parlementaires ont la possibilité d'emprunter de l'argent à un taux exceptionnellement bas, seulement 2%, alors qu'il est de 5% environ dans n'importe quelle banque. Malgré leurs petits privilèges, nos parlementaires ne sont pas d'une assiduité exemplaire, en particulier au Sénat. Certains fauteuils de velours rouge du Palais du Luxembourg ne voient pas souvent de postérieur sénatorial. On a 331 sénateurs, il y en a 90 qui viennent de leur province, qui font l'effort de prendre le train toutes les semaines ou l'avion, qui est gratuit pour eux. Mais il y en a 120 qui viennent jamais, on ne voit jamais. Et il y en a 120 autres qui viennent de temps en temps. Aux États-Unis, il y a 2 sénateurs par État, mais si jamais un sénateur ne vient pas, on lui coupe les indemnités. Il faut savoir quand même que les sénateurs qui ne viennent pas devraient, de par le règlement, être sanctionnés financièrement. Malheureusement, cette sanction, je crois qu'elle n'a jamais été appliquée. Les parlementaires ont la possibilité unique de pouvoir cotiser double.
Du coup, en un seul mandat de 5 ans, un député se garantit une retraite de 1572 € mensuels. Cela veut donc dire qu'un parlementaire s'assure en 10 ans la même retraite qu'un cadre supérieur gagnant 5000 € par mois qui aurait cotisé 40 ans. Un avantage que les parlementaires justifient par la précarité inhérente à leur fonction.